Voici donc notre nouveau format appelé Raspil. Dans cette série, nous allons nous procurer un nid de frelon, le remplir de résine époxy, le découper en tranches et vous le montrer dans les moindres détails. Installez-vous confortablement. Bon visionnage. Et nous sommes montés au grenier. En gros, on est venu sur indication et on nous a dit qu'il y avait une ruche dans ce grenier. Là-bas, personne ne sait. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il ne fonctionne pas? Est-ce que quelqu'un y vit ou pas? Donc maintenant on s'équipe et on va vérifier. Des abeilles. Je suis tout juste arrivé ici. En gros, il devrait être quelque part par ici. C'est précisément ce que l'on nous a dit, en fait. Voilà. Il est vraiment énorme, comme ça, vous savez. Il y a une forte chance que ce soit en fait un nid de frelons. Ça, si énorme. En général, nous ne savons pas si quelqu'un y vit ou non à ce moment-là. Il est important de noter cela. La seule chose qui m'est venue à l'esprit était de vérifier avec une caméra thermique. Ah, certes, personne ne sait si la température doit être différente s'il y a des abeilles et des frelons. Mais nous verrons et vérifierons maintenant. Je vais le faire maintenant et enregistrer la capture. C'est rouge, ah non, c'est devenu jaune là. Bah, ça indique 20 degrés par exemple. Eh bien, le toit est à la même température. On ne voit pas vraiment d'activité là-bas apparemment. Et c'est silencieux. Je m'y connais pas vraiment bien sûr, mais c'est la première fois que j'en vois comme ça. Non les gars, c'est vraiment très flippant. Il est vraiment énorme, comme un bon gros ballon de basket. Là, ce sera déjà plus amusant. J'ai aussi invité un autre expert, Andriuka. C'est un apiculteur expérimenté. Donc maintenant, tout va se passer. Andriuka. Oh, allons-y. Monte. Tu es bien un expert en abeilles, non? Eh bien, un peu. Tu as déjà eu affaire à des frelons. C'est les mêmes mouches. Ouais. Eh bien, vas-y, bon sang. Alors, s'agit-il de frelons ou de guêpes? Ce seront des frelons. Qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Parlez-nous un peu du frelon. Toc toc, on dirait qu'il est vide, n'est-ce pas? Eh bien, je suppose que oui, et coach. Il est tellement potelé. Je pensais que c'était plus lâche. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Bah après tout, non, eh bien, ils auraient déjà traîné ensemble, n'est-ce pas? Non, oui, ils nous auraient même pas laissé entrer. Au minimum. Donc tu es l'expert, c'est ça? Je cherchais une boîte, et toi, filme-le. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Bon, d'accord. Regarde comme ils sont vraiment très gros, hein. Ouais. Comment ils font ça? Ils l'achètent sur AliExpress. Allez, Andriuka. Ouais. Oh, doucement, putain. Pour l'instant, on comprend rien. Il y a du miel. Laisse-moi sentir. Ça sent le frelon. On est tombé sur des abeilles bien disciplinées. Après avoir récupéré le nid, oui, il faut bien l'appeler un nid de frelons, et non une ruche comme nous l'avions dit au début. Alors, l'étape suivante consiste à fabriquer le coffrage. Tout d'abord, nous découpons du plexiglas à la machine laser. Oui, ce n'est pas l'option la plus économique pour une épaisseur de paroi de 8 mm, mais au moins, tout le processus sera visible et compréhensible. Dans toutes les séries du format découpe, nous avons décidé d'utiliser cette technologie. La base en contreplaqué que nous recouvrons de ruban adhésif. Ensuite, nous assemblons la boîte. L'étape suivante consiste à préparer la colle époxy et à enduire toutes les jonctions. C'est une composition très pratique, rapide et fiable. Pour ce genre d'utilisation, c'est parfait. Son seul inconvénient, c'est le prix. Après 15 minutes, la colle a séché, est devenue dure comme de la pierre, nous pouvons continuer. Et voici à l'écran le personnage principal. Et voici d'ailleurs le deuxième personnage principal.
c'est la résine époxy, car sans elle, il serait impossible de réaliser ce que nous avons prévu, à savoir découper cet objet sans l'endommager. Elle est vraiment très fragile, mais nous allons corriger cela en remplissant complètement le nid de résine époxy. Le nid est trop léger avec un grand volume d'air à l'intérieur, ce qui signifie qu'il va forcément remonter à la surface dans la résine. C'est pour cette raison que nous avons versé une fine couche à la base. En même temps, nous avons scellé les joints du plexiglas de l'intérieur, puis nous avons posé le nid dans cette flaque afin qu'il adhère et ne remonte pas à la surface. Le lendemain, la flaque avait séché et nous pouvions verser les couches principales. Pour cela, comme à notre habitude, nous utilisons une résine appelée Art Massif, conçue pour les couler en grande épaisseur. Je ne peux pas ne pas mentionner le conditionnement très pratique. Le kit se compose de 2 seaux, le composant A et le composant B. Et tout ce que vous avez à faire, verser un seau dans l'autre, comme indiqué dans la notice. Bien sûr, le premier seau a été prévu avec suffisamment de place pour contenir le contenu du second. Bref, c'est un like assuré. Mais il ne faut pas oublier qu'après le premier mélange, il est impératif de transvaser la préparation dans un récipient propre et sec, puis de bien mélanger à nouveau. C'est justement pour cette raison que vous voyez un nouveau seau blanc duquel on verse comme d'un seau. Cette fois, nous avons décidé de procéder au coulage en plusieurs étapes, car selon les instructions, il ne faut pas couler plus de 10 cm à la fois avec cette résine. Mais ceux qui ont vu la vidéo précédente où l'on découpait l'ancien téléphone savent que nous ignorons les recommandations du fabricant et rien de catastrophique n'arrive à cette résine. Mais nous ne vous recommandons pas de faire de même. Au final, nous avons coulé seulement 3 couches, 2 fois 10 kg, puis une dernière de 5 kg supplémentaires. Chaque couche suivante était coulée au moment où la précédente avait déjà pris, mais n'était pas encore complètement polymérisée et ressemblait à du caoutchouc mou et visqueux. Cela se produit environ le 3e jour. C'est précisément cette méthode qui permet de minimiser la réfraction optique. En d'autres termes, les frontières entre les couches deviennent pratiquement invisibles. Nous comprenions parfaitement qu'il resterait de nombreuses poches d'air à l'intérieur même du nid, et qu'il serait donc impossible d'éliminer complètement toutes les bulles. C'est pourquoi ce n'était pas un objectif en soi. Revenons donc à la chambre à vide. Oui, nous l'avons fabriquée il y a déjà un certain temps, spécialement pour ce format. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas osé l'utiliser, car le nid est vraiment très fragile, et en extrayant l'air trop vigoureusement, il y avait un grand risque de le déchirer et d'endommager son intégrité. Avec le temps, la résine a complètement polymérisé, et nous passons à l'étape la plus intéressante, à savoir la découpe. Tout d'abord, nous retirons le coffrage. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà pris le coup de main et le coffrage se retire sans effort en restant intact. Contrairement à la première fois, d'ailleurs on peut sans problème la réutiliser une deuxième, voire, avec un peu de chance, une 3e fois. 20 minutes plus tard, nous avons ce petit cube qui pèse presque 30 kg. Avant de le découper à la scie à ruban, il faut calibrer plusieurs faces, car c'est à partir d'elles que toutes les tranches seront découpées. Nous calibrons à l'aide de la CNC. Il était aussi très important ici d'enlever un maximum de résine, car ce cube était vraiment volumineux, et de toute évidence ne rentrait pas dans notre scie à ruban. Après 1 heure de calibrage, nous passons enfin à la découpe. Ici, nous avons décidé de faire plus de tranches fines afin de montrer au maximum l'intérieur. Comparé à la découpe précédente du téléphone, ce nid s'est découpé beaucoup plus rapidement et facilement. Ce qui est logique. En effet, il n'est composé ici que de papier et de résine époxy, contrairement aux parties métalliques du téléphone. Comme vous l'avez compris, la course de la scie nous a un peu manqué et il a fallu finir la découpe à la main avec une scie japonaise. Mais après une journée, Colia a tout de même terminé la préparation de ses tranches. Mais avant de les vernir, il faut bien tout poncer afin d'éliminer les traces de la bande et les endroits où nous avons fini la découpe à la main. Pendant que Colia s'en occupe, je vais essayer de démonter un autre nid, mais à sec. Ceci afin de vous montrer de la manière la plus claire possible la structure de cette petite maison et de traiter complètement ce sujet. Donc nous avons réussi à en obtenir 2 exemplaires. L'un, comme vous l'avez vu, nous l'avons coulé dans de la résine époxy et je propose d'ouvrir le second à sec. La partie supérieure est très friable comme du papier. Et à l'intérieur, il devrait y avoir des sortes de niveaux, des étages. C'est là que vivent les larves. Et ceci est une sorte de cocon protecteur, à travers lequel elles entrent à l'intérieur. Cela ne pèse presque rien. En fait, c'est du papier. Comme je l'ai déjà appris, ils le construisent de haut en bas d'ailleurs. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils le construisent. Et voilà, on voit justement très bien ces niveaux. Et en bas, tout en bas, s'accumule toute la saleté qui tombe au cours de leur activité vitale et qui s'amasse ici. Là, il y a vraiment beaucoup de sable, de saleté, de poussière. Regardez, il y a même de la terre. On ne comprend pas vraiment d'où ça vient. Eh bien, comme je l'ai lu, c'est exactement ce qu'on observe ici.
En somme, tout ce nid, c'est pourquoi au juste, pour ces sortes d'étages. Dans chacune de ces alvéoles vivent des larves. Elles sont nourries, puis elles s'envolent et fondent un nouveau nid quelque part. Chaque étage est fixé aux autres par ses petites pattes. Et je dois dire que c'est vraiment une construction très solide. C'est-à-dire qu'elle est bien plus dense que cette enveloppe, mais elle ne pèse pas non plus très lourd, mais elle est vraiment rigide, on ne peut pas la comprimer comme ça. C'est vraiment une sorte de structure. Je ne sais pas d'où ça vient dans leur génétique, toutes ces dimensions, ces techniques, mais ils ne lisent pas de livres, et pourtant ils font tout parfaitement. À ce stade, tout est bien poncé et on peut appliquer la couche finale. C'est André qui s'en est occupé. Avant de montrer le résultat final, il faut poser ce résultat sur quelque chose. Là, nous avons décidé de ne pas trop compliquer les choses et de faire de beaux panneaux décoratifs sans images ni inscription. Je pense que c'est le rendu le plus sobre et que cela s'accorde parfaitement avec l'origine naturelle du nid. Mais j'aimerais bien connaître votre avis. On se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.